Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la correction des exercices sur ce chapitre force et mouvement. On commence sur l'exercice 11, donc on vous demandait pour chacune des situations de préciser si l'action était de contact ou à distance, et ensuite de représenter la force considérée sans souci d'échelle, et j'ai envie de dire même sans trop de soucis de direction, parce que vous allez voir dans certains cas, la direction n'est pas forcément facile à trouver. Dans la première situation, donc c'est une action à distance, hein, une baguette qu'on aurait frottée un petit peu avec un chiffon de coton ou une peau de chat, des choses comme ça. On l'approche près d'un filet d'eau, on remarque que ce filet d'eau se met en mouvement. Donc on a bien une action mécanique qui permet la mise en mouvement du filet d'eau. Donc c'est une action à distance et on pourrait la représenter par cette flèche rouge, la force qui représente cette action mécanique. Donc une direction horizontale avec un sens qui va de l'eau vers la baguette. Ensuite, pour la force de plaquage et le poids, alors là, bon, il y a deux actions mécaniques. Donc d'abord le poids, donc, qui est une action à distance exercée par la Terre sur le rugbyman. Donc la direction est la verticale du lieu et le sens vers le centre de la Terre. À peu près. C'est pour ça que je vous avais dit le poids et la force gravitationnelle ne sont pas tout à fait exacts. En valeur, oui, mais en termes de direction et de sens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais on pourra considérer que le sens est vers le centre de la Terre. Et ensuite, la force exercée par l'autre rugbyman en rose, violet, sur le rugbyman vert. Donc le point de contact, c'est au point de contact entre les deux rugbyman. La direction, bon bah là la direction, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il arrive dans cette direction-là. Bon après si vous la faites un peu dans cette direction-là, c'est pas très gênant. C'est surtout le sens du rugbyman violet vers le rugbyman vert. Pour l'air sur la voile, donc c'est une action de contact, hein, les molécules d'air viennent frapper la voile. Une action à distance pour la Terre qui exerce une force gravitationnelle sur la Lune, donc qui est bien dirigée de la Lune vers la Terre, c'est la Terre qui exerce une force sur la Lune. Donc on représente l'action mécanique sur la Lune. Tout est dans la phrase que je dis, hein, la force exercée par la Terre sur la Lune. On représente l'action mécanique par une force sur la Lune vers la Terre. L'action à distance qui est exercée par l'aimant sur la voiture, et l'action de contact qui est exercée par la table de billard sur la boule de billard, qu'on appelle aussi réaction, force de réaction. Sur l'exercice 14 et 15, donc sur l'exercice 14, on vous demandait de calculer le poids de différents objets, donc une voiture et une remorque. Là, juste la petite chose à faire attention, donc la formule est toujours la même pour le poids. Donc la masse de l'objet fois l'intensité de la pesanteur. Pas gravité, hein, je vous rappelle, gravité c'est un phénomène. C'est un phénomène qui est généré par la masse d'un objet et ça génère une valeur, si vous voulez, on pourrait dire que c'est la valeur de ce champ de gravité. Donc on dira plutôt champ de pesanteur, ce qui revient au même. Et donc ici on n'a plus qu'à multiplier la masse de la voiture par cette valeur du champ de pesanteur. Et ici, la masse de la voiture est donnée en tonnes, donc il faut juste faire attention à convertir les tonnes en kilogrammes. Donc 10 puissance 3, puisqu'une tonne est équivalente à 1000 kg. Ensuite, pour la remorque, même principe, elle était déjà sa masse en kilogrammes, donc il n'y a pas de problème. Et d'après le principe des actions réciproques, donc la force qui est exercée par la voiture sur la remorque et la force qui est exercée par la remorque sur la voiture, elles vont avoir la même direction, elles vont avoir la même norme, donc la même valeur, le même point d'application, mais des sens opposés. Donc là, ça va être plus parlant sur une photo. Sur la photo, donc là, on voit bien le point d'application, c'est le point d'accroche entre la remorque et la voiture. La direction, donc la direction qui est donnée par la droite verte et rose. Et après, en rose, la force qu'exerce la remorque sur la voiture, donc dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Donc si vous voulez, la remorque empêche un petit peu la voiture d'avancer. C'est pour ça que la voiture, on est obligé d'accélérer fortement pour pouvoir la faire avancer. Donc la voiture exerce, elle, une force sur la remorque, F voiture sur F remorque, dans ce sens-là, de gauche vers la droite. Elles auront même valeur,
ces deux forces. Donc je peux écrire que la force qu'exerce la voiture sur la remorque, elle est égale à la force qu'exerce la remorque sur la voiture. Donc vous voyez que je ne mets plus de vecteurs, parce que là je suis en train de parler, il n'y a plus de vecteurs ici, il n'y a plus de vecteurs, je suis en train de parler des valeurs. D'accord? Donc la flèche qui est au-dessus de la lettre représente le vecteur, et ici je représente la valeur. D'accord? Donc une valeur en newton. Donc les deux valeurs sont égales, mais directions identiques, mais des sens opposés. Principe des actions réciproques. Principe pour le numéro 15, donc une nageuse qui s'appuie sur un mur quand elle fait demi-tour à la piscine. Donc ici, si on regarde le schéma et avec un tout petit peu de logique, on voit que la nageuse va se déplacer de gauche vers la droite. Donc du coup, faire un schéma avec les forces qui s'exercent dans cette situation au niveau des pieds de la nageuse. Donc on a la force qu'exerce le bord, la margelle si vous préférez, le bord de la piscine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, sur les pieds. Donc là, cette force qu'exerce le mur sur les pieds, c'est au point de contact. Alors là, j'ai décalé exprès pour qu'on puisse continuer à voir les pieds, mais le point d'application, il est bien au niveau des pieds. Donc c'est les forces, c'est juste pour pas que ça se mélange avec le dessin de la nageuse. Donc la force qu'exerce les bords sur les pieds. Et les pieds, eux, exercent aussi une force sur le mur, un peu comme quand vous voulez planter un clou, c'est un peu le même principe, quand vous voulez planter une punaise ou quelque chose dans un mur, on exerce une force sur le mur. Donc là, les pieds exercent une force sur le bord. Donc du coup, alors la question n'est pas forcément très bien posée, là, c'est ce que je voulais vous dire dans cet exercice, puisqu'on vous demande de représenter les forces qui s'exercent au niveau des pieds de la nageuse. Alors c'est pas très clair, au niveau des pieds, c'est pas très clair. Donc du coup, je suis resté dans la logique du chapitre, principe des actions réciproques, et j'ai fait l'ensemble des forces qui s'exercent au niveau de ses pieds, c'est-à-dire des bords sur le pied et des pieds sur le bord. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut dire de ces deux forces, d'après le principe des actions réciproques, c'est que les forces qu'exercent le bord sur les pieds et les forces qu'exercent les pieds sur le bord, elles vont avoir même direction, elles vont avoir des sens opposés, une flèche vers la gauche, une flèche vers la droite, mais elles vont avoir même valeur. Alors, quelle force est à l'origine du mouvement? Alors, à l'origine du mouvement, il faut bien comprendre le mot origine. Je vous rappelle qu'une action mécanique permet de mettre en mouvement un objet, de le déformer ou de modifier sa direction et son sens de déplacement. Donc ici, l'origine du mouvement, oui, c'est les bords qu'exerce une force sur les pieds. C'est cette force qui va permettre effectivement de mettre en mouvement la nageuse. Après, tout ce qui se passe après avoir quitté le bord, il faudrait faire une autre étude. Il y a d'autres forces qui s'exercent sur la nageuse, et même à cet instant-là, effectivement, c'est la force qu'exerce le bord sur les pieds, mais il y a aussi des forces de frottement qu'il faut considérer qui s'exercent sur la nageuse. On est ici dans un fluide qui est l'eau, donc elles exercent des forces de frottement, mais effectivement l'origine du mouvement, la mise en mouvement vers la gauche, est due essentiellement à la force qu'exercent les bords sur les pieds. Donc ça c'est le principe qu'on avait vu dans la première partie du chapitre. Une action mécanique permet de mettre en mouvement un système. Donc ici, la nageuse. Ensuite, sur l'exercice 17. Donc sur l'exercice 17, donc on part ici de force gravitationnelle. Donc Maxime fait du trampoline dans son jardin. On vous donne différentes données, donc rayon de la Terre, masse de Maxime. On vous demande de donner l'expression de la norme de la force d'attraction exercée par la Terre sur Maxime. Donc l'expression de la norme, donc là on n'a pas de vecteur puisque c'est une norme, c'est une valeur. L'expression, c'est l'expression littérale. Donc la masse de Maxime, la masse de la Terre, c'est la force qu'exerce la Terre sur Maxime. La distance entre la Terre et Maxime, je vous rappelle que la distance doit être prise entre les centres de masse des deux objets. Donc là, si je vous représente la Terre, hop,
Et puis, alors je ne respecte pas les échelles, hein, bien évidemment. Je vous représente Maxime ici. Donc le centre de masse de la Terre est ici. Le centre de masse de Maxime est à peu près au niveau de son nombril. Et donc la distance entre les deux, on peut considérer que c'est le rayon de la Terre. Alors oui, il y a la distance encore, la hauteur de ses jambes jusqu'à son nombril, mais la distance entre ses jambes et son nombril et le rayon de la Terre est bien supérieur à la distance entre ses jambes et son nombril. Donc si vous voulez, on peut considérer que la distance entre ses pieds et son nombril, c'est négligeable devant le rayon de la Terre. Et on peut simplement prendre le rayon de la Terre. Et j'ai constante de gravitation universelle, constante, donc toujours la même valeur. Et ensuite, on peut faire l'application numérique. Donc là, c'était dans la même question, donner l'expression puis calculer. Donc là, il n'y a plus qu'à remplacer entre guillemets. Il faut faire attention que la distance soit bien exprimée en mètres. Donc là, l'énoncé nous donne le rayon en kilomètres, 10 puissance 3. Donc je rajoute 1000 pour arriver au mètre, donc 10 puissance 6. On n'oublie pas le carré, c'est l'erreur que vous faites souvent, d'oublier le carré. Alors pas forcément quand vous l'écrivez, mais quand vous le tapez à la calculatrice. Les masses doivent être en kilogrammes, donc là, pas de problème par rapport aux données de l'énoncé. Et ensuite, il faut taper à la calculatrice et on obtient 6,4 fois 10 puissance 2 newtons. Donc quelle est la norme de la force exercée par Maxime sur la Terre? Eh bien Maxime exerce sur la Terre une force identique en norme, en direction, mais en sens opposé. Donc la valeur de la force exercée par Maxime sur la Terre est égale à la valeur de la force exercée par la Terre sur Maxime, mais les deux forces sont de sens opposé. L'exercice 18, il ressemble beaucoup. Les données changent un tout petit peu, mais le principe reste le même. Donc cette fois-ci, Lila fait du trampoline, cette fois-ci sur une planète alpha quelconque, qui a été inventée pour l'exercice. Le principe reste le même. On fait attention à la force gravitationnelle exercée par la planète sur Lila. Attention aux unités, encore une fois, donc en mètres, en kilogrammes. Donc on trouve ici une valeur de 1,6 fois 10 puissance 11 newton, donc une valeur quand même extrêmement élevée et qui n'est pas très réaliste, puisqu'avec une intensité de force aussi élevée, seriez écrasé au sol par cette force. Donc d'après le principe des actions réciproques, la valeur de la force exercée par Lila sur la planète est égale à la valeur de la force exercée par la planète sur Lila. Les deux forces ont même direction, mais des sens opposés. Principe des actions réciproques. L'exercice 20. Donc sur l'exercice 20, donc on parle d'une petite colonne de sucre. Donc un sucre possède une masse de 7 grammes, on en empile 10 sur une table. Donc on réalise un schéma de la situation et on représente à l'échelle le poids P d'un sucre. Donc, alors, si on suppose que tous les sucres ont la même masse, vous pouvez représenter le poids P de n'importe quel sucre en réalité. Moi j'ai pris celui du haut, mais ce sera exactement le même pour tous les autres. C'est simplement le point d'application qui sera différent. La valeur, donc M fois G, attention à conversion en kilogrammes, puisque 9,80 l'intensité de la pesanteur est en newton par kilogramme. Donc ça vous impose de mettre la masse en kilogrammes. Vous obtenez une valeur en newton, la force qu'exerce la Terre sur le morceau de sucre. L'échelle est donnée ici, c'est 1 cm pour 0,1 newton. Alors moi, je ne peux pas, sur la tablette, respecter l'échelle. Mais je vous dis, la longueur du vecteur doit être de 0,69 cm. Voilà, ce qui ne correspond pas à ce que moi j'ai fait, puisque moi je peux changer d'échelle à n'importe quel moment et je n'ai pas de règles adaptées sur l'application. Donc ici, on vous demande quelle force empêche les sucres de passer à travers la table. Ce qui empêche les sucres de passer à travers la table, c'est la réaction du support. Donc c'est l'action mécanique du support sur les sucres. Donc on peut la représenter par un vecteur, encore une fois. Donc le point d'application, ce sera le centre du contact entre le support et la pile de sucre, ici. Donc bien évidemment, il existe un ensemble en fait de réactions, ce que je vous ai dit dans le cours, qu'on va représenter par une seule réaction qui est la somme de toutes ces réactions.
Donc la direction sera perpendiculaire au support. Ce sera dirigé du support vers le sucre, puisqu'il empêche le sucre de passer à travers. Et en termes de longueur, on vous dit qu'elle a une valeur de 0,7 Newton. On vous donne l'échelle, 1 cm pour 0,1 Newton, ce qui va donc nous faire un vecteur d'une longueur de 10 cm. Donc encore une fois, je n'ai pas pu respecter l'échelle, mais je vous le dis, elle doit faire 10 cm. Pour l'exercice 26, donc sur l'exercice 26, c'est l'histoire de notre jetpack. Donc sur la première question, on vous demande d'énoncer les forces qui est exercées sur le système homme et son équipement et donner leurs caractéristiques. Donc quand on parle de caractéristiques, c'est direction, sens et norme ou valeur, comme vous voulez. Donc le système est soumis à son poids, donc toujours l'attraction de la Terre sur le système. Et puis là, il y a de l'eau qui est éjectée, donc il subit une force de poussée, comme une fusée qui décollerait, une force qui est exercée par l'eau sur le système. Donc pour le poids, vertical, alors on va rajouter vertical au lieu. Le sens vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Et pour la valeur, m fois g. Donc attention encore une fois aux unités. Donc la masse du système c'est 120 kg. Et on vous demande de prendre l'intensité de la pesanteur égale à 10 Newton par kg, ce qui nous fait donc 1600 Newton. La force de poussée, alors la force de poussée, la direction elle est verticale, on suppose qu'il décolle verticalement pour l'instant, il n'y a aucun déplacement horizontal, vers le haut, donc là ça reste pour l'instant logique. Et alors pour la valeur, il faut bien lire l'énoncé. Donc on vous dit que il apparaît par réaction une force de poussée dont la norme est égale au produit, donc une multiplication, du débit massique de gaz, de fluide éjecté par la vitesse d'éjection de ces gaz. Donc du coup, il faut aller chercher la vitesse d'éjection des gaz, donc VF dans les données, et le débit qui est donné juste en dessous. On fait attention aux unités. Le débit est en kg par seconde, la vitesse en mètres par seconde. On a bien des secondes dans les deux cas. Et puis vous verrez plus tard que effectivement les kilogrammes et les mètres permettent sont équivalents en fait à une force en newton. Donc la formule est bien donnée dans l'énoncé. Ensuite, représenter en précisant l'échelle choisie. Donc là, on vous demande de vous choisir une échelle. Moi, j'ai choisi 1 cm pour 1000 newtons. Ça évite de faire des vecteurs trop grands. Donc il faut dessiner un vecteur de longueur 1,6 cm pour le poids et un vecteur de longueur 2 cm pour la force de poussée. Donc ici, j'ai choisi de représenter le système par un point, son centre de masse, comme on fait souvent depuis le début, quand on a commencé la mécanique. Donc la force de poussée, on respecte bien ce qu'on a dit tout à l'heure, verticale vers le haut. La longueur, encore une fois, j'ai pas pu respecter l'échelle, mais ça doit faire 1,2 cm, pardon. Et le poids vertical, donc ils ont même direction, tous les deux verticales. Et le sens vers le centre de la Terre, la norme ici, la longueur, 1,6 cm. Donc je l'ai fait un petit peu plus petit pour respecter quand même les proportions, mais je n'ai pas respecté la longueur exacte. Donc justifier que l'homme décolle, si on regarde, alors pour justifier ça, vous verrez plus tard, mais je vous le dis déjà, puisque l'exercice en parle, il faut faire le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur le système. Donc sur le système, on a son poids qui s'exerce sur lui, la force de poussée. En réalité, il y en a encore une autre, il y a la force de frottement de l'air qu'on va négliger ici. Et on regarde, comme ils ont même direction, donc là le cas est assez simple. Donc s'ils ont même direction, il suffit juste de regarder le sens et la norme des deux forces. Donc ici, elles sont dans des sens opposés. Donc si vous voulez que votre système décolle, c'est-à-dire se déplace vers le haut, il faut que la force de poussée soit plus importante que le poids. Donc ici, on a bien une force de poussée qui est de 2000 newtons, qui est supérieure au poids, donc il va pouvoir décoller verticalement. Voilà, c'est une version un petit peu simple, puisqu'on n'est que dans une seule direction. Vous verrez plus tard quand les vecteurs sont dans un autre chapitre, quand les vecteurs ne sont plus du tout dans la même direction. Voilà, il faudra additionner les vecteurs, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc là, ils sont dans la même direction, donc il suffit de dire que la valeur de F est supérieure à celle de P, et donc notre jetpack peut décoller. Sur l'exercice 28, donc sur l'exercice 28, c'était très mathématique.
Donc on a l'expression des deux forces qu'exercent la Terre sur la navette et la Lune sur la navette. Donc la Terre sur la navette, comme d'habitude, hein, G fois la masse de la Terre fois la masse de la navette, sur la distance entre les deux au carré. Donc moi je l'ai appelé x, enfin je l'ai appelé x, pardon, c'est l'énoncé qui vous dit que la distance entre la Terre et la navette, on la note x, donc x au carré, n'oubliez pas le carré. Et la force qu'exerce la Lune sur la navette, eh bien ce sera exactement le même principe, donc c'est la masse de la Lune, attention, la masse de la navette, et puis la distance entre les deux. Alors si on fait un petit schéma, la distance entre la Lune et la Terre, elle est notée D dans l'énoncé, entre la Terre et la navette, c'est noté X, donc il nous reste finalement ici D moins X. Et donc du coup, la force qu'exerce la Lune sur la navette, pour la distance, c'est D moins X au carré. Donc comment évolue la force de gravitation F de t sur n exercée par la Terre sur la navette? Donc au cours du voyage, F de t sur n diminue, puisque la distance entre la Terre et la navette va augmenter. Donc x augmente. Alors là, il y a une petite erreur. Donc du coup, x augmente, donc x carré augmente aussi. Et comme x carré est au dénominateur, la fraction, elle, diminue. Donc f de t sur n diminue. Donc la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la navette diminue au cours du voyage. Donc au cours du voyage, la force qu'exerce la Lune sur la navette, elle, augmente. Donc la navette se rapproche de la Lune, donc la force devient plus importante. Donc comme petit x augmente, d moins x va diminuer, et puis d moins x au carré va encore plus diminuer, si vous préférez. Donc du coup, comme d moins x est au dénominateur, encore une fois, du coup la force F de L sur N augmente, puisque d moins x au carré va diminuer, donc la force va, elle, augmenter. Donc au cours du voyage, la navette doit donc passer à un moment donné par un endroit où les deux forces sont égales. Puisque la force, quand elle quitte la Terre, la force qu'exerce la Terre sur la navette diminue, et en même temps, la force qu'exerce la Lune sur la navette augmente. Et donc, à un moment donné, à un endroit, la navette va subir une force égale de la part de la Terre et de la part de la Lune. Donc, elle subit à un moment donné deux forces qui se compensent, c'est-à-dire que les deux forces vont être dans des directions identiques, dans des sens opposés et ayant même valeur. Donc les deux forces se compensent. Donc pour la représentation des deux forces à cet instant-là, où les deux forces ont même valeur, donc là il n'y a rien de très compliqué, la force qu'exerce la Lune sur la navette, même direction que la force qu'exerce la Terre sur la navette, mais des sens opposés et des normes identiques. On a un endroit bien particulier. Donc là, les normes sont identiques. Pour vérifier que l'égalité de ces deux forces se situe bien à 346 000 km de la Terre, on écrit bien que les deux forces sont égales. Ensuite, on remplace par les expressions des deux forces. On simplifie par G et par petit m, la masse de la navette. Ensuite, on fait le produit en croix. Donc mt fois d moins x au carré est égal à x carré fois ml. Ensuite, je passe à la racine carrée de chaque côté, parce que ça va me permettre d'éliminer les carrés. Alors on peut très bien développer d moins x au carré, on peut très bien développer ça, un produit remarquable, a carré moins 2ab plus b carré, puis développer, etc. Moi je choisis de faire ça parce que ça peut nous faire passer, nous faire prendre moins d'étapes. Et donc là, la racine carrée d'une multiplication, c'est la multiplication des racines carrées. Donc je me retrouve avec racine carrée de d moins x au carré, donc ce qui veut dire d moins x, du coup, le carré et la racine carrée s'annulent. Même chose de l'autre côté. Ensuite, je développe racine carrée de mt fois d moins racine carrée de mt fois x, je suis ici. Ensuite, je regroupe tous les termes en x, d'un côté. J'isole x ensuite en mettant x en facteur et en divisant par racine carrée de ml plus racine carrée de mt. Et j'obtiens bien la valeur de x de 346 000 km. Donc les réacteurs, eux, ne sont pas tout le temps utiles, en fait ils sont utiles au départ,
puisque la force gravitationnelle exercée par la Terre est bien supérieure à la force gravitationnelle exercée par la Lune. Donc il faut une force qui puisse faire avancer la navette, et donc il faut que la force de poussée des réacteurs soit supérieure à la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la navette. Puis à un moment donné, comme les deux forces sont égales, quand on aura passé ce point-là, la force gravitationnelle exercée par la Lune sur la navette sera supérieure à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la navette. Donc on peut éventuellement couper les moteurs, et la navette sera attirée vers la Lune par l'unique force qu'exerce la Lune sur la navette. Bon, même si on n'éteint pas tout à fait, totalement en réalité les moteurs, mais on peut diminuer en tout cas la puissance fournie par les moteurs et faire une économie de carburant par la même occasion. Donc voilà pour la correction de l'ensemble des exercices.